With the 32nd pick in the 2012 NFL Draft, the world champion New York Giants select David Wilson, running back, Virginia Tech. Prince Amukamau, defensive back, Nebraska. Eli Apple, defensive back, Ohio State. Odell Beckham, wide receiver, LSU. Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR avec le podcast numéro 6. Moi c'est Plax et j'ai avec moi Thiergo. Comment ça va ? Eh bah super, comme d'habitude. Et je te confirme que ton micro marche bien, c'est top. Et cette fois-ci, nous avons un invité surprise puisqu'il s'agit de François. Bonjour François. Bonsoir les amis. Salut. Je te laisse te présenter. Puisque effectivement, si je dis François, il y a des François, il n'y en a pas qu'un. Donc je te laisse te présenter rapidement pour que les gens voient qui tu es. Je m'appelle François Manardo. Je suis en confinement, en post-confinement comme tout le monde. Voilà, je suis un immense fan évidemment des Giants depuis 20 ans maintenant, puisque j'ai commencé à m'intéresser au foot US il y a 20 ans. Et puis accessoirement, je travaille depuis 24 ans dans le domaine du foot, mais pas du foot US, du football tout court, où j'étais journaliste à mes débuts, et puis tout au long de ma carrière, ensuite j'ai travaillé dans le domaine de la communication, que ce soit dans le foot, que ce soit avec la Fédération Française de Foot, que ce soit avec la FIFA, l'UEFA, auprès de Michel Platini. D'ailleurs, ce serait pas mal que tu l'invites, Michel Platini, à participer au podcast, s'il est d'accord. C'est intéressant d'avoir son avis. Avec un grand plaisir, je pourrais lui lancer l'invitation. En revanche, il a vu dans sa vie, je le sais, un match de foot américain, qui était quand même un Super Bowl. Mais je pense qu'il a plus passé son temps à boire des coups que à regarder le match. Mais je lui ferai passer l'invitation. C'est gentil. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis pour finir, tu me racontais que ton premier match, c'était marrant parce que c'est le même que le mien. Le premier match que j'ai suivi des Giants, c'était le Giants Ravens au Super Bowl en 2000, il y a 20 ans. Ouais, et tu me disais que toi aussi c'était ton premier match. Oui, alors c'était mon premier match que j'ai suivi dans des conditions particulières. Je vais vous la faire très courte. J'étais journaliste pour l'équipe à cette époque-là. Et on était parti avec un autre journaliste au Brésil, à Porto Alegre, pour faire un des tout premiers reportages sur Ronaldinho. Je pense que voilà, le nom vous est pas inconnu, un des plus grands joueurs brésiliens du 21e siècle, et puis qui a joué au PSG. Mais à cette époque-là, il était encore avec le Grêmio Porto Alegre, donc on est parti au sud du Brésil. Et moi, j'étais arrivé un petit peu en avance, et je me souviens de regarder ce Super Bowl, alors pas à la même heure que vous, parce que le décalage horaire est moins important entre le Brésil et les États-Unis. Ouais, c'est sûr. Seul dans ma chambre d'hôtel à Porto Alegre. J'étais parti, donc le Super Bowl, c'était en fin janvier. Donc c'est l'été tropical, l'été austral au Brésil. Il faisait 35 degrés dans ma chambre. J'étais seul à regarder Giants Ravens. À regarder les Giants se faire rouster en plus. À regarder l'interception de Jesse Armstead qui nous amène un touchdown et qui n'est pas validé. Je me souviens plus très bien de la faute. Et puis surtout à y croire quand le dénommé Dyson, comme les aspirateurs, quelque chose comme ça. Ron Dixon. Non, pas Ron Dixon. Ron Dixon, c'était notre quarterback. Non, si. C'était Dixon, c'était le receveur. Le returner qui met un TD, c'est ça. Qui met un TD, et on y croit, sauf que sur le coup d'envoi suivant, c'est les Ravens qui nous ont rendu la politesse, qui nous ont mis un TD. Je crois que c'est la première fois que ça a dû arriver dans l'histoire du Super Bowl. C'est 2 returns pour TD coup sur coup. Et voilà. Mais globalement, Kerry Collins, qui était le quarterback de l'époque, qui fait un match, d'ailleurs qui est mon joueur préféré, moi je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer, mais qui fait un match dégueulasse et il fait, je sais pas, 2 ou 3 interceptions, je n'ai pas été revoir toutes les stats, mais c'était un Super Bowl assez horrible. C'est un Super Bowl parce que il faut quand même rendre aux Ravens ce qui leur appartenait, c'est-à-dire qu'ils avaient la meilleure défense de la NFL, c'était une défense de feu. Nous quand même,
on était un peu sorti de nulle part. On avait des très très bons joueurs comme Michael Strahan, Jesse Armstead, Keith Hamilton. On avait aussi, alors puisqu'on va parler Tiki de draft, Barber. on avait Tiki Tiki Barber. Barber, puis on avait, je pense, celui qui a été notre meilleur corner depuis plus de 20 ans, en plus, qui était drafté par les Giants, qui était Jason Sehorn, pour vous en souvenir, qui avait fait une interception extraordinaire, hallucinante en finale de conférence contre Philadelphie. On peut Un revoir cornerback les blanc images. aussi, ça c'est important parce qu'il y en a pas beaucoup. Un corner blanc, oui. Et puis bon, on n'était pas donné favori dans cette finale, et puis ça s'est vérifié. Ouais, et les Ravens qui avaient le pire quarterback de l'histoire, Trent Dilfer, qui a été reconnu comme un des quarterbacks les plus mauvais à avoir gagné le Super Bowl. Voilà, bon, c'est des images dures à voir maintenant, mais alors que le match d'avant, on joue contre les Vikings et on leur met 41-0, on les éclate complètement. Et 41-0, tu peux rappeler au bout de combien de cartons il y a 41-0? Je sais plus, 3 peut-être. Je pense que c'est plié au bout de la moitié du deuxième quart-temps. Je pense qu'il y avait 35-0 au bout du deuxième quart-temps. Ah oui, ça a été vite, effectivement. Ouais, Kerry Collins nage complètement et il s'écroule le match d'après. C'est une rouste monumentale. Je me souviens même de notre fullback de l'époque, Comella, qui avait marqué un TD. C'était on avait marché sur les Vikings, quoi. Ouais, c'était assez beau. À la mi-temps, il y avait 34-0 et puis on a refoutu un TD dans le troisième quart-temps. Là, je suis en train de vérifier le split mais ouais, c'est un des matchs qui ont fait l'histoire des Giants notamment. Oui. Et en face, quand même, il n'y a pas n'importe qui chez les Vikings en guise de quarterback, parce que c'est Dante Culpepper. Mais non, Chris Carter aussi. Chris Randy Carter. Moss. Ouais, exact. Ouais, le jeune Randy Moss et puis le vieux Chris Carter, mais on leur avait marché dessus comme rarement dans un match de ce niveau. Qu'est-ce que j'aurais aimé être supporter aguerri à l'époque pour voir ça. Et ce qui est très drôle avec ces deux matchs que vous citez, c'était que on avait Kerry Collins comme QB, mais sur le banc, on avait un certain Jason Garrett. Ouais. Ah voilà. Mais qui était deuxième ou troisième QB? Et manifestement deuxième QB, puisque en tout cas, d'après la fiche de stats, il a complété une seule passe pour 2 yards. de 4 yards. Et vous vous rendez compte vous vous rendez compte quand même dans une finale de conférence, quand tu peux te permettre de faire rentrer, ce qui est un peu une insulte pour l'adversaire, mais bon, c'est de bonne guerre, quand tu peux faire rentrer ton deuxième QB dans une finale de conférence, c'est que vraiment tu peux fumer le cigare. Et il faut reconnaître ça aussi, que ça nous est plus arrivé depuis très 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 longtemps. Ouais, mais le but c'est vrai que c'est de mettre ton quarterback titulaire, éviter la blessure con de fin de match ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est quand t'es safe comme ça. Bon, revenons à nos moutons et à notre podcast, puisque le sujet d'aujourd'hui, donc on va parler évidemment de DeAndre Baker rapidement, puisque c'est l'actualité. Il y a eu, merci à DeAndre de nous donner un peu d'actu, parce que sinon on avait sinon on s'ennuie. Mais le sujet du podcast, c'est globalement de faire un retour sur les drafts, puisqu'il y a eu quelques discussions sur Twitter et on disait que ça sert à rien de juger une draft sur 1 an ou 2 ans, mais qu'il faut au moins 3 ans pour avoir une vision globale de ce qui s'est passé. Et donc on s'est dit ce serait marrant de voir depuis, on va dire 2010, de faire un retour sur les drafts 2010, 2011 jusqu'à 2018 et aller voir et mettre des notes. Donc on va mettre une note entre A et D, on va dire, sur ces drafts et voir si les joueurs sont encore là, encore présents. Est-ce qu'il y a eu des bons joueurs de draftés ou est-ce qu'on a eu que des purges? Ce sera l'occasion de faire un retour là-dessus. Et il y a quelques surprises et quelques noms que j'avais oubliés notamment, donc ça va être plutôt sympa. Donc on commence avec DeAndre Baker et Thiergo, je vais te laisser la parole, je vais te demander de résumer un peu la situation si tu l'as en tête et ce qu'on a pu lire dans la presse à l'heure actuelle. Ouais, grosso modo, le 15 mai dernier, donc vendredi dernier, on a vu passer des news comme quoi DeAndre Baker et Quinton Dunbar des Seattle Seahawks, qui est aussi cornerback, étaient recherchés par la police en Floride pour un braquage à main armée. Alors les faits sont un peu lunaires, puisque apparemment ils auraient tous les deux paumé $70 000 lors d'une soirée à Miami. Alors là, on se rend compte que c'est beau d'être jeune et millionnaire, puisque $70 000, il y en a qui le perdent assez facilement. Et donc, ils seraient allés à une autre soirée le mercredi suivant, donc avant le 15 mai, bien entendu, avec des flingues pour récupérer des montres de valeur, etc. Apparemment, Baker a demandé à Dunbar de tirer sur quelqu'un. Dunbar l'a pas fait. Ils sont partis. Bon, ça, c'était ce qu'il nous a dit au début. Et puis,
Finalement, il y a eu des témoignages, des affidavits qui disaient en fait non, ni Dunbar ni Baker n'ont fait ça, les avocats s'en sont mêlés. Baker s'est rendu à la police et a été libéré sous caution pour $200 000. Donc ça veut dire que si jamais ils ne se pointent pas au tribunal, l'État de Floride garde les $200 000. Et là maintenant, on attend de savoir ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà qu'il n'avait pas fait une saison rookie excellente et qu'il avait un peu des red flags, ça va pas forcément donner envie aux Giants de le garder sous le nouveau régime de Joe Judge. Donc en gros, voilà les faits du cas Baker. Voilà, donc on n'en sait pas plus pour l'instant, évidemment. On peut pas. Alors, les premiers jours, on entendait c'est fini, il jouera plus jamais en NFL, etc. Rappelons quand même que des retournements de situation, il y en a beaucoup. Je connais pas spécialement la justice américaine, mais globalement, tant qu'il n'y a pas la preuve qu'il a fait quelque chose, il est estimé innocent. En tout cas, je pense que la présomption d'innocence existe aussi aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. C'est ce qui s'applique, oui, effectivement. Tu as raison. Comme dans la majorité des pays, la présomption de culpabilité, quand même, c'est assez rare. Mais aux États-Unis, c'est bien la présomption d'innocence qui, comme en France d'ailleurs, qui prévaut. Mais après, elle ne vaut pas forcément pour les instances de la NFL qui a déjà sanctionné des joueurs. On peut penser notamment à Ben Roethlisberger qui avait été poursuivi pour des agressions sexuelles mais jamais condamné et qui avait été suspendu par la NFL. Alors, est-ce qu'ils appliqueront le même style de sanction à Baker et Dunbar ? Ça reste à voir. Alors là, on a la chance quand même que ce soit l'intersaison, donc ils sont pas en train de jouer, donc peut-être que la sanction va pas s'appliquer tout de suite. Il y a peut-être le temps que l'histoire s'éclaircisse un peu, c'est peut-être aussi ce qui va leur permettre de voir un peu mieux ce qui peut se passer. Mais en tout cas, les Giants pour l'instant ne se sont pas prononcés, il n'est pas viré de l'équipe, et je pense que c'est intelligent de leur part de pas le virer tout de suite, parce que imaginons, ils le virent tout de suite, ils se précipitent, finalement c'est reconnu qu'il a rien fait, et il commence la saison dans une autre équipe, et les mecs récupèrent un premier tour de draft sans avoir rien fait, ce serait quand même un peu dommage. Ouais, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a eu le cas Josh Brown. Je ne sais pas si vous vous rappelez le kicker qui battait sa femme. Bien sûr, il y a les Giants savaient, c'est ça, les Giants savaient qu'il avait des gros problèmes, l'ont un peu couvert. Donc est-ce que Mara va être aussi frileux de se débarrasser d'un joueur cette fois ou pas ? Alors, tu te débarrasses d'un kicker et tu te débarrasses d'un cornerback. Je dirais que c'est peut-être pas la même mayonnaise. Après, quand on parlait du comportement de la NFL, et on l'a tous vérifié depuis pas mal d'années maintenant, sur je dirais le protocole de comportement pour les joueurs, ils sont quand même, à juste titre, je trouve, assez sévères parce que ils sont confrontés à certains cas d'infraction aux lois où moi qui depuis 24 ans bosse dans le foot ferais passer les footballeurs pour des enfants de cœur par rapport à ce que certains joueurs de NFL, mais pas que la NFL d'ailleurs, mais certains joueurs se permettent de faire, quoi. Je veux dire, des fois on a l'impression que malgré le fait que ce soit des types qui, indépendamment de leur merveilleuse qualité athlétique, sont aussi soumis à des questionnaires au moment de la draft. Quand même, on voit souvent ça quand même chez des rookies ou chez des jeunes joueurs. Hein. Ça arrive un peu moins souvent, en tout cas dans l'ère moderne. Je trouve que ça arrive un peu moins souvent pour des vieux briscards, des mecs rompus à la NFL et qui ont traversé comme ça les possibles écueils qui leur a été tendus. Mais chez les jeunes, et là, DeAndre Baker, on parle de quoi ? On parle d'un rookie la saison passée. Je pense que la NFL va pas rigoler du tout avec ça. Ouais. Ce qu'on entendait aussi beaucoup, c'est les gens disaient le gars a touché 6 millions de dollars l'an dernier, il perd 70 000 $ au jeu. Est-ce que vraiment ça peut être une raison pour aller faire un braquage pour gagner ? Ça dépend comment tu les as perdus. Alors s'il les a perdus au jeu, on n'en sait rien. On n'en sait rien. S'il les a perdus au jeu, c'est très con. Joué, t'as perdu, si tu les as perdus parce que on t'a un peu arnaqué, ou tu sais quand même, c'est en Floride, hein, il les a pas perdus au Nebraska ni en Alaska, les 70 000 $. Il a pu peut-être avoir envie de se retourner très très vite. Et Miami, c'est quand même une ville où il y a terriblement, il y a beaucoup de tentations, quoi.
Ouais, mais bon, le mec, il a sa carrière devant lui. Il a joué 1 an, t'imagines tu sais que tu fais une connerie. Mais après, en discutant, j'ai eu quelques discussions intéressantes sur Twitter avec des gens et ils faisaient le comparatif avec Last Chance You, où on voit des étudiants qui ont la chance de peut-être un jour jouer en NFL. Et en fait, ils viennent de milieux qui sont pas faciles et on n'a pas vécu les mêmes choses qu'eux. C'est difficile de se rendre compte de la manière dont ils peuvent réagir. Et je sais même pas s'il se rend compte, en fait, le mec, quand il fait ça, si vraiment il a fait ça, avoir un pistolet dans une soirée, braquer des gens pour récupérer des montres. Je sais pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, mais c'est très spécifique. Souvenez-vous, puisqu'on est avec, je sais que tu avec vas que parler. des fans des Giants, non mais souvenez-vous parce que c'est avant un match de playoff et si je me trompe pas, c'est un match n'est pas une finale de conférence. Mais c'était une wild card, ou bien après une wild card, bon, Plaxico Burress, qui avant le match d'un playoff, se balade dans une soirée à New York avec un flingue chargé. Il se tire dans la jambe. Et il se tire tout seul dessus. Il se tire tout seul dans la jambe. D'ailleurs, ce qui avait valu le lendemain dans la presse new-yorkaise, je crois que c'est le Post, qui avait titré Giant Dump, c'est-à-dire immensément con, quoi. Ce qui était vrai. Et on perd Plax. On était champion, on avait gagné le Super Bowl la saison précédente. On écrasait tout le monde. Non, c'était en pleine saison. Hein. On était en train de non, mener. je crois qu'on devait. C'était en pleine saison. C'était oui. juste avant, c'était juste en avant pleine les saison. C'était playoffs, juste pour moi. avant la fin de la saison. On avait fini, d'ailleurs, c'est une des rares fois là aussi de ces dernières années, c'est-à-dire qu'on avait été exempté des wildcards. Et on avait joué les Eagles au Giants Stadium de l'époque, et puis on avait été sortis par les Eagles. Et je pense que ce jour-là, cet après-midi-là, Plaxico avait terriblement manqué du côté des Giants, et principalement à Eli Manning. C'est sûr. Ah oui, C'était le receveur numéro 1 à l'époque. Puis quel receveur. Clairement, et ce que tout le monde dit, et je suis assez d'accord, c'est que s'il se blesse pas comme ça, on gagne un deuxième Super Bowl de suite et ça aurait été. L'équipe, on n'en saura rien, mais cette équipe-là, et elle était plus forte que la précédente qui avait remporté le Super Bowl. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais bon, où on était ultra underdog contre ces Patriots là qui étaient une machine à tout gagner, quoi. Tous les qualificatifs que l'on peut trouver, et l'année suivante, oui, comme tu le dis, l'équipe est plus forte. Non, mais moi je me rappelle de ce match contre les Eagles où en fait, du coup, plus de Plaxico Burress. Je crois que aussi, non, on avait déjà plus de Jeremy Choquet, mais en fait, on se retrouvait avec comme receveur Dominic Hickson et Steve Smith. Alors Steve Smith était très bon, mais c'était pas un receveur numéro 1. On avait perdu notre principale arme offensive. Et voilà, et on a été battu par les Eagles en playoff. À domicile. Ce qui quand même fait mal au cul, on peut le reconnaître. Ouais. C'est la triple punition. Perdre contre les Eagles à domicile et en playoff. Mais attends, il y a une petite histoire des Eagles que je te réserve, Thiergo, pour tout de suite là. On va en parler juste maintenant parce que tu vas voir, il y a un petit truc sympa à raconter. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur DeAndre Baker ? Moi, j'ai pas grand-chose à dire puisqu'on connaît pas le fin mot de l'histoire. On va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir de toute façon. Non, tu as tout dit. C'est la présomption d'innocence pour l'instant qui prime. Je pense qu'on peut juste dire qu'il ne faut pas non plus s'emballer en disant que Dave Gettleman aurait dû le savoir. Certes, il y avait des red flags sur le comportement de Baker qui n'était pas vu comme un gros bosseur, mais rien ne laissait penser qu'il pouvait se retrouver dans une histoire pareille. Donc il faut un peu réserver son jugement par rapport à ça. Exactement. Juste un dernier petit élément effectivement qu'ils annonçaient aussi, c'est que il y a des petites conférences, des petits zooms qu'ils font entre joueurs et coachs, puisqu'ils ont que ça en ce moment, et ils révisent le playbook et ils essayent de se mettre dans des situations, etc. Et un joueur manquait à l'appel côté Giants depuis une semaine avant l'incident, c'est DeAndre Baker qui n'était pas là pour travailler les jeux, et sachant que quand tu es un rookie qui a fait une saison très moyenne avec des petits problèmes de comportement où on sait que tu n'as pas forcément été super assidu, c'est quand même moyen avec un nouveau coach comme ça de te dire je vais pas participer à ces réunions là, ça me paraît très limite, et bon, on va voir ce qui va se passer, mais voilà, c'est pas le mec que forcément il n'y a pas tous les éléments de son côté pour le garder, quoi. Il a pas mis tout de son côté pour se mettre dans les meilleures conditions, donc on va voir ce que décident les coachs et Mara sur cette histoire là, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire en tout cas pour l'instant au moment où on enregistre ce podcast.
Bon, je vous propose qu'on passe sur les drafts. Donc, on la joue comme ça. Je vous fais les quelques joueurs intéressants, ceux que j'ai remarqués, surtout les premiers. Et puis ensuite, je vous donne la parole l'un à l'autre. Et puis, on met des notes sur ce qu'on a retenu et avec le recul qu'on a maintenant. Ça vous va? On fait comme ça? On est parti, ouais. Ok, bon, alors 2010. En premier choix, on choisit Jason Pierre-Paul avec le pick numéro 15. Donc, ça, on en dira ce qu'on veut, mais pour moi, ça reste un très bon choix. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas à discuter. Voilà, même s'il s'est fait exploser la main avec un feu d'artifice. Ils sont quand même forts, les joueurs NFL, pour nous amuser. Ils font des trucs quand même assez improbables. Ils sont quand même balèzes. Deuxième choix, c'est Linval Joseph, qui est un D-line qui était très bon, mais qu'on n'a pas su garder chez nous, alors qu'il était très bon. Troisième choix de cette draft, enfin tour numéro 3, un mec qui s'appelle Chad Jones, et là tenez-vous bien, je suis sur profootballreference.com, il n'y a même pas de lien pour suivre sa carrière tellement le mec a rien fait, donc je sais pas vraiment ce que le mec a fait. C'est pas qu'il a rien fait, c'est après la draft, il a eu un terrible accident de voiture, je sais pas si vous vous rappelez, où il a failli perdre sa jambe. Les Giants l'ont gardé pendant, je crois, 2 à 3 ans, le temps qu'il se remette sur pied, sachant très bien qu'il y avait très très peu de chances qu'il puisse rejouer. Il s'était dit, peut-être qu'on pourra le faire jouer en linebacker. Apparemment, c'est un gars qui était de LSU, qui était très très bien coté, mais qui, en gros, a foutu sa carrière en l'air avec un accident de bagnole. Il y a un truc à dire. Plutôt beau jeu. Allez-y. Je disais plutôt beau jeu de la part des Giants d'avoir gardé ce mec-là alors qu'il n'était pas forcément bien en point. Ils auraient pu se dire de s'en débarrasser, mais ils l'ont gardé et c'est plutôt pas mal de leur part. Il leur coûtait rien de toute manière. Il était en injury réserve, donc bon, c'est. Et puis après, je crois qu'après il s'est essayé au baseball parce que c'était un joueur qui en université faisait aussi du baseball, donc il a pu quand même avoir une carrière semi-pro en baseball. D'accord. Ça, c'est souvent que les sportifs américains de haut niveau, soit ils font basket, foot américain, ou on le voit d'ailleurs en ce moment avec le reportage sur Michael Jordan qui a aussi fait du baseball. Généralement, quand les mecs sont bons, ils sont bons en sport en général en fait. Ils sont pas bons que dans un sport, ils sont bons dans tout. Quoi. Ça. Et donc, après, ce qui se passe au 4, 5, 6, c'est pas du tout intéressant, c'est des mecs dont on se souvient pas du tout. Par contre, au tour numéro 7, voilà. Là, je vais faire plaisir. On récupère un punter, Matt Dodge. Putain, celui-là. Si on avait pu, si j'avais eu du goudron et des plumes, mais direct, je l'aurais mis dans le tonneau avec le goudron, je l'aurais mis 3 tonnes de plumes et je l'aurais envoyé dans son université de East Carolina. Mais qui veut en parler? Parce que t'en as déjà parlé, Thiergo, je sais ton amour pour Matt Dodge, mais est-ce que tu veux en parler? Matt Dodge. En plus, c'est une image un petit peu référence sur les 10 dernières années des Giants. C'est l'avoine terrible que Tom Coughlin lui met sur le terrain devant tout le monde. Il l'a démonté. Il le démonte de rage, alors que quand même Tom Coughlin, bon, c'était pas vraiment un sanguin, mais c'était pas non plus quelqu'un c'était pas un taiseux, mais de le voir comme ça, rouge, ivre de colère, débouler sur le terrain pour passer une avoine à son punter drafté numéro 7 évidemment parce que c'est un punter, donc qu'est-ce que tu veux aller drafter un punter sinon au 7e tour, qui est mais au fin fond du trou vu ce qu'il vient de faire. Alors je vous laisse rappeler les faits ou alors je le fais. Vas-y Thiergo. Ouais, alors déjà pour ce match-là, il faut se rappeler que c'était un match que les Giants qui était contre les Eagles avaient dominé de bout en bout. Il y avait de bout en bout. Voilà, de Michael Vick. Michael Vick était en face et puis en fait il y a eu une remontada des Eagles hallucinante et on était dans les dernières secondes du match. Les dernières secondes, ouais, c'est voilà, ça. Ouais. Et en fait on menait, on allait punter et Coughlin a dit à Matt Dodge, tu n'envoies pas le ballon vers Deshaun Jackson. Et tu puntes hors des limites. Surtout, tu puntes en dehors des limites. En dehors des limites, ce qui est quand même pas le truc le plus compliqué à faire. Mais en fait, même moi, je suis sûr que je suis capable de le faire. Mais ce qui est dingue, c'est que en fait, ce punt, le retour de punt était catastrophique aussi, puisque moi, je me rappelle il fumble la balle. Exactement, il fumble la balle, il se craque et là on se dit c'est bon, les Giants vont le plaquer. Et ben en fait non, il a fumé toute la défense des Giants et puis il a pris le temps de courir le long de la ligne en but. Et on a perdu. Et quand même, avec tous nos fans des Giants qui nous écoutent, il faut quand même aussi dire ces choses-là. Quand on est français et qu'on aime le foot américain et comme nous qu'on aime les Giants, c'est que quand tu regardes ce match-là,
Et que, alors, c'était un match dans l'après-midi, allez, d'accord, mais on est souvent, en tout cas, bon, moi, c'est mon cas avec ma famille. C'est compliqué, si tu veux, de regarder le dimanche soir les matchs de foot US à 7h du soir, parce que sinon, outre le fait que tu vas dormir à l'auberge des culs tournés, en plus de ça, tes gamins, ils vont te faire la gueule quand même. Donc, quand tu regardes ces matchs-là, tard le soir, avec un léger différé, qu'à 2h30 du matin, tu penses que enfin, tu tiens ta putain de victoire contre ces foutus Eagles, et que le mec, il te fait ça à 2h30 du mat, que t'es seul comme un con chez toi, les bras ballants, mais que t'es complètement assommé par cette scène, et tu le rappelles avec Jackson, qui en plus nous nargue dans le stade en flirtant avec la ligne, et que tu vas te coucher, et que tu dis putain, demain, il faut que je me lève tôt parce que je dois aller bosser, et que tu viens d'avaler ça, mais c'est pire qu'un suppositoire. Et t'as qu'une envie, c'est de casser quelque chose, mais tu peux pas puisqu'il est 2h du Ah mat ouais. et que Tu peux pas, réveiller tes tu gamins en ferais plus. du bruit, Donc, t'as envie de hurler quoi. Puis c'est personne encore te plus terrible. comprendrait. Si Et le tu pire- hurles ta rage, personne va te comprendre. Le pire, c'est qu'on loupe les playoffs à cause de ça. Parce On, que on loupe les Exactement. playoffs et on finit à 10-6 quand même, mais on loupe les 10-6, playoffs. et ce sont en fait, on est deuxième de la division, et ce sont les Seahawks qui ont remporté leur division avec un ratio négatif de victoire-défaite. Je crois qu'ils étaient à 7-9, et qui Quel sont allés en système de playoff merde. parce que eux, ils étaient champions de leur division. C'est vraiment de la merde. Ça, vraiment, Mad ça- Dodge, quelle chèvre. Bref, bon, voilà. Donc, alors, au final, on a quand même deux bons joueurs, deux excellents joueurs qui sont Jason Pierre-Paul, qui a fait plutôt des bonnes choses chez nous et qui gagne un Super Bowl juste derrière. Ah oui. Et Linval Joseph, qui a été pour moi un très bon joueur, même s'il n'a pas Ouais. été un joueur marquant de la franchise parce qu'il n'est pas resté longtemps. Comment vous notez cette draft ? Une note. Thiergo. La draft en entier. La draft en entier, c'est difficile, mais en fait, rien que le Difficile. fait d'avoir réussi nos deux premiers picks, je lui mettrais un B. Ouais, pareil. J'ai mis exactement la même note. Moi, je lui mettrais un A, les gars, parce que quand même, Jason Pierre-Paul, ça a été ça a été un franchise player. Ah oui, oui, complètement. Ah bah, il était parti pour Linval battre Joseph, Stroud. c'était très très bon. Et on draft 15e Jason Pierre-Paul, aller le chercher à la 15e place. Jerry Reese était déjà là. Moi je mettrais un A parce que, comme on en parlait avant de faire le podcast, il y a toujours quand même une incertitude sur le développement de tes joueurs, même dans les tout premiers tours de draft. Et là, pour le coup, que ce soit Linval ou bien Linval Joseph ou bien Pierre-Paul, ça a été d'excellentes confirmations. Ouais. Alors Jerry Reese en général il va avoir quand même, on le verra dans les prochaines années, Ça va un peu moins bien mais il a après. quand même des premiers et deuxième tours qui sont souvent pas trop dégueux, même si dans les dernières années c'est un peu plus compliqué. Par contre à la suite c'est un peu plus, les autres tours c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'il a drafté des joueurs qui étaient plutôt corrects. Bon, t'as forcément moins de chances de te planter sur les premiers deuxième tours, mais ça arrive quand même que t'aies des premiers tours complètement craqués, et globalement Jerry Reese a été pas trop mauvais là-dessus. Là je suis en train de regarder les stats de Pierre-Paul. En 2011 il nous met quand même 16 sacs et demi, hein. Donc sa deuxième année c'est pas mal, hein. Ouais, Il était mais- monstrueux. Et Pierre-Paul, en fait, était un gars qui a commencé le football extrêmement tard. Je crois dans ce qui est l'équivalent de la première ou peut-être la terminale, enfin sa seniorière au lycée. Et il y avait un autre defensive end dont je ne me rappelle plus le nom, qu'on n'a pas drafté, qui était considéré comme peut-être avec pas autant de potentiel que Pierre-Paul, mais en tout cas techniquement prêt et bon. Au final, les Giants ont quand même fait le bon choix en prenant Pierre-Paul qui... moi, je pense que si Pierre-Paul ne s'était pas foutu la main en l'air, il serait probablement encore aux Giants aujourd'hui et en train de battre des records de Michael Strahan. Il était, Ouais, puis il était excellent. vraiment aimé en plus du public. C'est un mec qui a fait des bonnes actions. Je sais plus quel match, il bloque un field goal qui nous fait gagner le match. Enfin, des trucs Contre les Cowboys, ouais. improbables comme ça. Alors, il avait quand même cette particularité anatomique, hein, on peut le dire, c'est qu'il avait cette envergure de bras qui était absolument phénoménale. C'est-à-dire qu'il n'était pas difforme, évidemment, je dis pas ça, mais c'était un joueur qui, lorsqu'il ouvrait ses bras, il pouvait se placer entre deux colonnes et les toucher presque. Et puis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il avait aussi ce côté du joueur vraiment d'instinct. C'était un joueur qui sentait les coups, quoi. Il arrivait à réaliser des fois en solo, indépendamment du playbook, même quand l'action offensive commençait un petit peu à te prendre à revers. Il lisait plutôt très bien le jeu. C'est un joueur d'instinct assez exceptionnel. Ouais, il utilisait beaucoup son physique pour ça, et c'est vrai que ça a été
un gros joueur pour nous et qui a fait beaucoup de bonnes choses. Donc toi, tu mets un A carrément. Bah, écoute, Ouais, moi je mets un pourquoi A pas. sur cette draft-là, parce qu'après les A, on va plus en avoir, donc je me fais un peu Non, plaisir. ça va être plus compliqué. Il faut pas oublier une chose, alors c'est pas des joueurs draftés, mais ce sont des joueurs non draftés. C'est cette année-là qu'on a récupéré un certain Victor Cruz et aussi Jake Ballard, qui était Titan, qui a été utile notamment dans le deuxième Super Bowl qu'on a remporté dans les années 2000. Mais Victor Cruz, c'est un joueur emblématique des C'est années qui 2010. Victor Cruz? Bah, J'ai son maillot à la Non, maison. J'ai son maillot je- à la maison. Je plaisante. Ah oui, carrément. Moi j'ai une petite figurine de Victor Cruz, c'est le mieux Oui, que j'ai il pu y a faire. une figurine de Victor Cruz et malheureusement on a vu l'association avec OBJ qu'un match et demi. Ah ouais, ça Ah, c'était qui le se truc que pète. tout le monde attendait. Ah, Bon, ça. alors, année 2011. Alors là, je vais vous la faire rapide parce que là, je pense qu'on va être tous d'accord. Il y a eu alors Prince Amukamara, qui est un joueur qui est honnête, puisque c'est un mec qui joue encore d'ailleurs, Ouais. qui joue aux Bears actuellement. Ensuite, on a des gars, alors Marvin Austin, Gerald Jernigan, James Brewer, Greg Jones, Tyler Sash, Jacken Williams et Darrell Scott. Alors que des mecs qui ont fait une saison, 2, voire 3, peut-être 4 pour certains, c'est-à-dire jusqu'au bout de leur contrat rookie, mais c'est Ouais. tout. Aucun mec qui a vraiment réussi à percer. Et pour moi, c'est une des drafts les plus ratées de l'ère Jerry Reese. Et je mets un D à cette draft, puisqu'il n'y a rien de bon à part Amukamara, mais ça suffit pas. Que sortir un mec au premier tour qui est juste un mec correct, pour moi, ça suffit pas. Ouais, je dirais à Des- peu près la même chose. Amukamara était bon, mais pas exceptionnel. Il a eu aussi quelques blessures. Marvin Austin, je me rappelle, il y avait eu tout un foin autour de Marvin Austin qui en fait avait été suspendu sa dernière année en université et tout le monde disait ah ce gars-là, s'il n'avait pas été suspendu, il serait au premier tour. Les Giants ont un style. Il a rien fait. Attends, je vais te dire, sa deuxième année, il a même pas fait toute la. Attends, il joue un an aux Giants, ensuite il fait Dallas, Miami, Denver, fin de carrière. Ouais. Terminé. Voilà. Ouais. Le mec, il a joué 2 ans, 3 ans. Voilà. Ouais. Donc, ouais, super deuxième tour. Quoi. Ouais, un D, moi aussi, les amis. Et puis Prince Amukamara, on en attendait beaucoup, et on en a vu peu, très très peu. Je crois une interception la première année. Bon, même si les interceptions ne sont pas forcément la statistique Non. qui donne toute la mesure des qualités d'un corner. Mais vraiment, je dirais le niveau NFL, mais pas pour un premier tour de draft comme c'était son Non, cas. voilà. Non. Après, malgré tout, tu vois, un Prince Amukamara en ce moment dans l'effectif, moi ça me plairait bien, tu vois, un mec un peu solide comme ça, vétéran, ça peut avoir de la gueule aussi. Maintenant, tu vois, avec le recul, je me dis que s'il était encore chez les Giants, je pense qu'il aurait un rôle à jouer. Mm. Mais effectivement, ce serait pas la star cornerback de Mais l'équipe. si on sera amené à en reparler parce qu'on a drafté d'autres. On a drafté un autre corner après en premier tour Oui, de draft. ouais, Et de on va en toute parler façon, après. sur les secondary, à part évidemment London Collins, on n'a vraiment pas eu le nez creux. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, c'est exactement ce C'est le moins ça, qu'on on puisse va en dire. parler, effectivement, t'as raison. Bon, 2012, alors là encore, tu parlais d'un accident de voiture, là, il y a encore une histoire d'accident. On a David Wilson, running back, avec le premier tour, donc choix numéro 32, puisque forcément on gagne le Super Bowl en 2011, donc 2012 on a le dernier choix. Ruben Randall, wide receiver, en deuxième position, et ensuite, pas grand chose à se mettre sous la dent, Si. Jaron Osley, un On avait, cornerback. on avait le JPP des tight ends. Adrian Robinson, c'est comme ça que Jerry Reese avait qualifié Adrian Robinson, qui est tight end. Il a dit ah c'est le JPP des tight ends. C'est un. Jason Pierre-Paul, hein, pas Papin. Hein. Ouais, D'accord. bien sûr, Jason Ah, Pierre-Paul. je m'en souviens plus du tout de lui, tiens. Ah, mais parce qu'il a. Bah, mais c'était parce un qu'il a tight end rien qui fait. était un peu gros et balèze, quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais en fait, il a strictement rien fait. Et en fait, Non, bah non. Reese l'appelait le Jason Pierre-Paul des tight ends dans le sens où c'était un gars qui avait un énorme physique, mais Un un gars à talent à développer, développer. ouais. Mais il était tellement brut de décoffrage qu'en fait, il n'a jamais rien fait. Et c'était. Là, tu veux ses stats? 2012-2013, 0 catch. Il joue 2 matchs en 2012, 1 match en 2013. Et en 2014, il joue les 16 matchs, il en commence qu'un seul. Et il met 1 TD, 5 réceptions, 50 yards. Ouais. Voilà. Ouais. Quelle carrière! Et donc, ça, c'est Jason Pierre-Paul. Ça, c'est sûr que là- Et il y a l'infortuné David Wilson, en revanche. Voilà, alors David Il Wilson, faut qu'on l'évoque, c'était les un mec amis. qui était sorti de l'université, qui était un gars très très bon de Virginia Tech, et qui a des problèmes, il me semble que c'est problèmes cervicales, Ouais. et qui du coup, fin de carrière assez rapidement, au bout de 2 ans, il peut plus jouer, alors qu'il Oui. commençait à montrer des belles choses. Il montrait des belles choses. Alors bon, son premier match, lui aussi, il a dû sentir le vent souffler de la part de Coughlin, puisque si vous vous en souvenez bien, parce qu'il est titulaire, hein, et puis on disait que surtout c'était, alors sans faire de comparaison avec Saquon, mais il avait une pointe de vitesse, une accélération fabuleuse,
fabuleuse et également des changements d'appui assez incroyables. Ça, on Sauf l'a vu que sur des returns surtout. Plus que sur les courses, c'est sur les returns où il a vraiment été impressionnant. En plus. il nous fait 2 fumbles sur son premier match, donc il a dégagé, il est allé Sur la s'asseoir touche, sur ouais. le banc. Mm. Et il a un record, je pense, peut-être que ce record a été battu, mais il avait marqué un record en NFL cette saison-là ou la saison suivante, et puis avant sa blessure cervicale, comme tu l'as dit, c'est qu'il avait cumulé le nombre de yards et de touchdowns, je crois, sur un punt, un return et dans le jeu. C'était contre les Saints, peut-être. Ouais, 227 yards, dont un Merci. touch. Voilà, j'ai retrouvé le truc pendant que tu le disais. Et donc 227 yards en cumulé, dont un retour pour touchdown de 97 yards. Et voilà, et l'infortuné David Wilson, c'était assez rare pour être souligné, qui a dû vraiment arrêter sa carrière pour cause de blessure. Je crois qu'il a continué un Et- peu en athlétisme parce que Exact. voilà, il Exact. faisait un peu de la course, enfin du sprint, non? C'était pas du saut en longueur Je sais plus. Il faisait de l'athlétisme. Bon, en ça, tout c'est cas, sûr. effectivement, il avait prévu d'aller aux Jeux Olympiques dans une des disciplines olympiques et je sais pas trop ce que ça a donné au final. Ruben on l'a pas Randle, on peut spécialement en entendu parler, parler. en tout cas. Ruben Randle, il a. Ouais, t'as raison. pendant- Ruben Randle, receveur. Voilà, ouais. pendant quelques années, il nous a fait des petits trucs. Alors, c'était un bon receveur, mais moi, je me rappelle souvent d'Eli Manning qui lui a envoyé le ballon et puis ça tombait complètement à côté. Et Eli Manning qui levait les mains aussi en disant, mais mec, t'as couru la mauvaise route, quoi. T'as couru le mauvais tracé. Et c'était un peu le gros défaut de ce genre-là qui connaissait pas ses tracés. Mais il est. Ouais, alors ça c'est intéressant ce que tu remarques puisque quand on regarde la télé et qu'on voit ça, on va se dire souvent mais qu'est-ce qu'il fait le quarterback? Il lance la balle à 3 yards du gars. Ben oui, mais en fait ce qu'il faut voir aussi c'est que le quarterback parfois lance la balle en anticipation parce qu'il attend que le receveur fasse un changement de direction, un cut dans un sens ou dans l'autre, une adaptation par rapport au jeu du corner et quand le quarterback et le receveur sont bien sur la même longueur d'onde et qu'ils connaissent tous les deux bien le playbook et qu'ils sont bien entraînés ensemble, la balle est censée arriver dans les mains du joueur. Mais quand on voit Eli Manning lever les mains au ciel, généralement c'était pas pour se dire j'ai fait une passe de merde, c'était plutôt pour dire qu'est-ce que t'as foutu mon vieux là, t'as pas été au bon endroit et t'as pas réussi à faire le tracé qu'on attendait de toi. Donc effectivement ça joue en sa défaveur puisqu'il met quand même ses 2 dernières saisons, donc saison 1 et 2 pas grand chose, saison 3 il met 938 yards ce qui est pas trop mal et saison 4 il met 800 yards quasiment, donc c'est pareil, c'est 2 saisons qui sont très correctes, mais il a toujours été un peu en dessous du niveau qu'on attendait de lui quand même pour un deuxième tour de draft. Oui, il n'y a Ouais. pas grand-chose à rajouter sur lui, et puis d'ailleurs sur cette draft, puisqu'on va, je pense, peut-être en arriver à la note. Ouais, bah alors moi je vous dis tout de suite, moi je mets un C sur cette draft là. Alors ça aurait peut-être pu être mieux si David Wilson avait pu rester. Mais à part Wilson finalement et Randle, tout le reste c'est pareil, c'est les 2 premiers tours, ça peut passer, mais derrière il y a rien quoi. Alors, est-ce que tu nous autorises les petits, tu sais, comme à l'école, enfin à l'école qu'on a connue, les petits C+, les C-, où tu veux, C... Oh, bah vas-y, si tu veux mettre des nuances, je t'en prie, vas-y. Allez, fais-toi plaisir. C-, parce que bon, quand même, il n'y a pas grand-chose à retenir de cette draft. Hein. Ouais, c'est du C-, incomplet, puisque en effet, David Wilson, finalement, on n'a jamais pu voir ce qu'il allait devenir. Et puis après, le reste, c'est du vide. Jaron Huxley, qui était CB, nous a pas apporté grand-chose. Il a joué 4 ans quand même chez nous, voilà. Mais je tiens à noter, il y a un pic dont on n'a pas parlé, c'est le premier Européen, alors si je dis pas de bêtises, c'est le premier Européen dans l'histoire des Giants, c'est le defensive tackle Marcus Kuhn, l'Allemand, qui a joué, qui n'était pas un joueur exceptionnel, mais qui a joué comme en special teams et comme backup pendant quelques années. Alors, Il a joué 4 ans aussi. Voilà. En fait, Première- souvent, ces mecs-là qui restent pas longtemps en NFL, c'est qu'ils font leur contrat rookie, ils font les 4 ans rookie, après on les voit plus parce qu'ils coûtent trop cher. Mais tant qu'ils sont en contrat rookie, ils ont un ratio entre leur prix et ce qu'ils apportent qui est souvent intéressant, donc ils jouent au moins ces 4 ans-là. premier Européen drafté, tu veux dire, ou premier Européen tout court? Moi, pour moi, c'est premier Européen drafté par les Giants. Je sais qu'il y a eu d'autres Ouais. Européens qui ont Ben, été draftés, Lawrence Steins, avec qui on gagne un Super Bowl, qui est écossais. mais il avait été drafté, lui? Non, Pas- il n'a pas été drafté. Mais Oui. c'est un Européen Ah. qui a joué pour nous. Et Ouais. alors, Européen drafté, oui, sans doute Marcus Kuhn. Ouais, ouais. voilà, Enfin, c'est ça. sûrement même, sûrement. Parce qu'après, des Européens qui, en effet, qui ont joué en NFL, il y en a eu plein. Et c'est vrai que Tynes, si je dis pas de bêtises, il avait commencé sa carrière chez les Chiefs avant de se retrouver chez les Giants. Enfin, c'est un kicker qui a joué pendant de nombreuses années, mais c'est vrai que le gars est écossais. Ozzy Umenyiora, bon, pas européen pour le coup, mais Ozzy Umenyiora est nigérian, si je dis pas de bêtises. Nigérian d'origine, ouais. Ouais, exact, tout à fait. Comme on a eu Kiwanuka aussi, qui était dans le même cas de figure d'ailleurs, avec des... Ou Odigizua, t'as pas mal Ouais. de noms un peu comme ça. Oui, nigérians, qui- Odikizua, ouais, defensive end. On en parlera juste après. Bon, 2013. Alors, premier tour, Justin Pugh, tackle.
Au deuxième tour, Jonathan Hankins, defensive tackle. Ouh là Et là. ensuite, encore une fois, c'est le vide sidéral. On a Ouais. Damon Tremor, D-end qui joue quasiment pas. Ryan Nassib, QB remplaçant qui est resté un tout petit peu. Alors et là, puis là les derrière, gars, plus sur rien. 2013, quand même, il y a plus que leur mère qui les connaissent. Hein. Ouais, ouais. Ah bah Justin Pugh est encore en NFL. Ouais, et Oui, Justin oui, Fields était bon, mais Hawkins est mort aussi, mais Pour moi, Justin Pugh, ça a été quand même un joueur qui était pas dégueu et qui joue depuis 2018 chez les Cardinals, qui s'est malheureusement blessé un peu au tout début chez les Cardinals, mais qui a été plutôt bon quand il a joué chez nous et en garde gauche, si je dis pas de bêtises. ouais. En fait, il a commencé comme tackle, c'est-à-dire il était left tackle à Syracuse. Ça a un peu surpris tout le monde que les Giants prennent Pugh, puisque c'était le tackle avec les bras les plus courts de cette draft-là, mais il était vachement reconnu pour sa technique et son intelligence, et il a été efficace pendant un temps comme right tackle chez les Giants, mais après il se distinguait surtout comme guard, où c'était un poste plus adapté pour lui. Ouais, il fait ses 2 premières saisons en tant que tackle droit et ensuite il passe garde gauche. Et en 2018, je pense que c'est Gettleman qui décide de pas le renouveler. Ah oui, trop Du coup. souvent blessé, je crois qu'il avait des problèmes de commotion, et il a Ouais. coûté un peu cher, donc Gettleman a préféré le laisser partir. C'est vrai que il joue que 8 matchs la dernière saison chez nous en 2017. Il est transféré à Arizona, il joue que 7 matchs à Arizona la première saison et là par contre l'an dernier il joue ses 16 matchs donc bon voilà. Mais Jonathan Ça Hankins, restait par un joueur contre, plutôt correct. était très très bon. Il avait pris la suite de Linval Joseph, Hankins, et moi j'aimais beaucoup ce joueur-là. Et il joue toujours, hein, il est à Auckland et il fait pour moi c'est un joueur qui est un solide titulaire en NFL donc effectivement c'est un joueur plutôt correct ouais. je m'en Ouais, souviens tout à pas fait. du tout, les amis. Genre, Jonathan Hankins. Et il joue encore à Auckland, voilà. Donc depuis 2 ans, il est à Auckland avec un petit passage par Indianapolis. Donc encore un mec qui joue. Après, là, on passe à Damon Tremor au pick numéro 3. Alors justement, c'est- lui, Damon Tremor, ce qui est marrant, c'est Lui aussi joue encore, hein, mais il joue plus. Enfin, il est en NFL, mais il joue plus. oui, mais en fait, C'est- c'est un gars qui à la base était attendu en fin de premier tour, mais qui avait quelques petits problèmes de comportement. Et chez les Giants, moi je me rappelais qu'il se faisait souvent pénaliser pour des plaquages un peu tardifs sur les quarterbacks. Et puis c'était pas un gros bosseur, donc non, les Giants ont eu marre et ils l'ont viré, quoi. Mais ouais. Regarde, sur les 4 dernières années, il a fait 4 équipes différentes. Et il a joué 4 matchs, 3 matchs, 2 matchs, 2 matchs, avec à chaque fois 0 plaquage, 0 rien du tout. Oui, ça dit tout. Un petit peu, 5 plaquages, mais bon, c'est que dalle, quoi. Ça dit tout du Donc, pédigré du joueur. Et je non, remarque pas un du truc tout. dans cette draft de 2013, c'est que on a commencé sans doute en 2013 à réfléchir à l'après-Manning, l'après-Manning, pas l'après-Manning, excusez-moi, mais on draft un quarterback aux 4e position, Ouais, qui est le c'est dénommé remplaçant, quoi. Ryan Nassib. Non, c'était pas l'après-Manning, évidemment, je me suis trompé en disant ça, mais c'était bizarre, moi. Enfin, pour moi, je trouvais bizarre de voir débarquer un quarterback dans notre draft, quoi. Et moi, je me pense- disais, Bah, bon, moi je pense que tu cherches un remplaçant solide et il a jamais eu vraiment de gros remplaçants Manning. ah oui, non. Moi, je me rappelle Vraiment quand pas. même quand pour il a le coup. été drafté enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu à l'époque comme l'après-Manning, parce que Ryan Nassib faisait partie Ah oui des top quarterbacks de cette draft. Alors, il a énormément chuté, et il faut se rappeler que Jerry Reese a fait un trade-up pour aller le chercher dans le 4e tour. Mais bon, bien entendu, il n'a jamais eu à prendre le terrain puisque Manning est indestructible. Et puis finalement, il n'a rien fait en NFL. Mais c'est vrai. Et il a fait 2 saisons en NFL. Hein. Et dans sa 2e saison, il est quand même à 100% de passes complétées. Un touchdown. Bravo. Avec un rating de 158,3. Rating 5 parfait. passes, 5 passes catchées, un touchdown. Voilà. Tu vois, finalement, c'était peut-être un quarterback légendaire. On est passé à côté de quelque chose. Bon, du coup, quelle note sur cette draft? D. Ouais, D+. Ouais, D+. Voilà, les 2 premiers picks étaient réussis, mais encore une fois, Ouais. C'est encore pareil. Ouais. c'est ça. Et moi, je remets un C- parce que les 2 premiers picks sont quand même intéressants. Et déjà, pas se louper sur les 2 premiers picks, c'est quand même pas si mal finalement. Enfin, pas se louper. C'est encore pas des mecs qui ont fait une carrière chez nous, mais ça reste des joueurs qui sont intéressants. Donc plutôt C- du coup, si je dois mettre un petit Ouais, moins, on un est- petit plus. On se rejoint, on va pas chipoter sur l'alphabet, Non, mais on va pas on est chipoter. d'accord, on se rejoint. à fait. Ensuite, on arrive en 2014. Là, ça devient un peu Ah. plus intéressant, un peu plus d'actualité, forcément, puisque au premier tour, avec le pick numéro 12, on choisit Odell Beckham Jr., donc un joueur un tout petit peu connu chez nous.
Au deuxième tour, pick numéro 43, c'est Weston Richburg, un O-line. Et ensuite, de joueurs un peu marquants, il y a André Williams, running back, qui était assez intéressant le temps où il a joué chez nous. Moi, j'aimais bien ce joueur, je sais pas pourquoi. Ouais. Et surtout, là, par contre, première fois qu'il y a un late pick qui est plutôt correct de la part de Jerry Reese depuis tous ceux qu'on a cités, c'est au 5e tour, Devon Kennard, Ouais. un linebacker qui joue encore et qui fait partie des joueurs que j'aurais bien aimé qu'on ait encore dans l'effectif. Ouais, defensive end linebacker, ouais. Il pouvait Ouais. cumuler un petit peu les deux fonctions, ouais. Ouais, complètement. Ah ouais, il était entre Donc là, deux. pour moi, il y a eu plus de joueurs intéressants quand même. Je sais pas ton avis, Thiergo, là-dessus. Ouais, moi j'aimais beaucoup Weston Richburg. Enfin, j'aimais beaucoup ce pick-là. Alors, bien entendu, tout le monde aimait Odell Beckham Jr., puisque c'était Oui. un receveur. Et puis, on se rappelle de ce qu'il a fait ces années chez les Giants, malgré ses crises de nerfs et ses bagarres. C'était quand même un joueur excellent. Donc, je pense que là, c'est du A++. Mais Weston Richburg, c'était vraiment un effort pour améliorer la ligne offensive. Mais encore une fois, c'était un joueur qui était techniquement bon, mais qui n'était pas solide. Enfin, dans le sens physiquement, il se blessait trop souvent et on l'a pas gardé. Donc c'est un peu Et la loupé. dernière saison qu'il fait chez nous, il fait 4 matchs d'ailleurs. Et en 2018, là aussi, un joueur qu'on laisse partir, un O-line qu'on laisse partir encore une fois, toujours en 2018 comme tout à l'heure. Et maintenant, il est à San Francisco et il est centre titulaire des 49ers. Et on se dit qu'on aurait bien besoin d'un centre à l'heure actuelle, c'est un peu con. Mais bon. Mais je vais vous dire, moi je suis toujours quand même assez sceptique, mais c'est un a priori, hein, sur quand on draft des joueurs de ligne offensive. Je suis plutôt de ceux qui pensent, qui croient que ces joueurs-là, qui sont des joueurs fondamentaux, autant c'est des joueurs Complètement. méconnus et qui sont parfois, enfin qui sont pas les joueurs les plus sexy dans un effectif évidemment, Mm. mais c'est des joueurs d'importance capitale pour pas avoir un quarterback qui fait 3 ans de carrière parce qu'il se fait démonter les cervicales. Et je pense que l'expérience qui est nécessaire à ce poste-là, eh bien c'est là où dans la free agency, il faut plutôt faire des efforts. Sur la draft, avec le développement en plus que demande le poste en ligne offensive, tu vois, on parlait d'Odell. Bon, un receveur, il a du talent, il va l'exprimer, je trouve, plus facilement quand il a ces qualités-là qu'un l'équivalent chez un tackle ou un guard ou un center. Je pense que ça demande une maturation plus longue, plus importante. Et quand tu veux être bon tout de suite, quand tu cherches l'efficacité rapidement, je pense que là, c'est dans la free agency qu'il faut aller piocher. Nous, on va le voir avec la draft de cette année, hein, mais et puis on va parler des Reg Flowers tout à l'heure, mais je pense que d'abord on n'a pas eu le nez creux, et puis ouais, des bons joueurs, mais pas des mecs qui se sont inscrits vraiment sur la durée, quoi. Ouais, mais ça coûte plus cher de passer par la free agency. On regarde ça toutes coûte plus les, cher, ouais. voilà, enfin, pas toutes les franchises, mais généralement les franchises qui se développent bien et qui arrivent à avoir une ligne solide, en effet, font ce pari de prendre je pense notamment à New England, où les Chiefs aussi avaient plutôt bien réussi à construire leur ligne via la draft. Alors je suis d'accord, en effet, ça prend plus de temps à les développer parce qu'il y a une technique et il faut s'adapter à la vitesse des defensive ends et defensive tackle de la NFL. Mais je pense qu'en matière de gestion du cap, c'est plus facile de construire Complètement. un effectif par la draft. Pour ce poste-là. Complètement. Et pour me faire démentir, je dirais, par rapport à ce que je viens de vous raconter, j'ai quand même qu'avec notre... merde, le nom m'échappe, mais vous allez m'aider, notre tackle qu'on a appris des New England, justement. Ouais, Nate Nate Solder, voilà. Franchement, c'est pas une réussite et on l'a payé Ah bah très là, cher. c'est un gars qu'on a surpayé, qui est payé 19 payé très millions de dollars cher. par an. Il est payé comme un Mais quarterback. t'as pas le mec, choix. et- T'as pas le choix, c'est la pièce. Non, ouais. c'est sûr. Il fallait faire ce move-là, je pense, à l'époque. Et puis, il n'y avait pas forcément de meilleur joueur que lui qui était dispo. Ouais. C'est quand il est arrivé, hein, Dave Gettleman, il a pris tout de suite ce joueur-là. Il fallait faire quelque chose, mais malheureusement, bon, ça n'a pas fonctionné. Un bide. Bon, si on met une note à cette draft, Ça va ressembler Ah. à ce on a dit avant, hein, c'est entre D et C. Je dirais C parce que. à la draft d'Odell, avec Ah, Odell non, Richburg non, et oui, Devon ouais, Kennard. Ouais, non, pardon, excuse-moi. C'est vrai que j'ai oublié Odell, mais c'est parce qu'on a tradé Odell. Non, bah dans ce cas, en fait, je mettrais plutôt un B-.
Ouais, moi je mets un bon B quand même, parce que il a quand même trouvé Kennard au 5e tour, ce qui était quand même intéressant. Richburg, c'est un mec qui est quand même centre titulaire maintenant dans une autre équipe, même si c'est pas la nôtre. Odell Beckham, c'est un receveur qui est quand même solide. Donc voilà, moi je mets un bon B. Alors moi je mets un bon B aussi, et une petite anecdote sur Odell, mais qui est personnelle. Si vous me laissez le temps, les amis, de vous la raconter, Bien je vais sûr. faire le plus vite possible. Ma femme travaille chez Chanel, dans la boutique mère de Chanel à Paris, qui est rue Cambon. Et puis moi j'ai un maillot d'Odell Beckham à la maison. Elle m'appelle juste avant de quitter le boulot, vers 18h30. Et elle me dit, tu sais pas, il y a un joueur de foot américain qui est passé à la boutique. Ah ouais, bon, ouais, ok. Ouais, il a une bonne tête, un bon look, tout ça. Tiens, je t'envoie la photo. Putain, je reçois la photo 2 secondes après. Et je vois ma femme qui pose avec Odell Beckham Jr. à la boutique Chanel, qui se trouve en plus à 10 minutes à pied de chez nous, quoi. Et je Oh lui la dis, tu vache. pouvais pas m'envoyer la photo avant. Je dis, ah, mais je dis, mais alors que moi, bon, j'avais 25 ans dans le foot, des stars, j'en ai fréquenté. Quand j'ai bossé avec l'équipe de France, j'en avais sous la main pendant 1 mois et demi. Honnêtement, les gars, je suis blasé. Je dis les choses comme elles sont. Mais en revanche, sur le foot américain, j'ai gardé ma passion intacte et je suis comme un gamin. Donc j'étais prêt à prendre mon maillot du haut de mes 46 ans à l'époque, à courir comme un dératé pour lui faire signer. Je me dis, tu te rends pas compte? Et le Odell Beckham, je pense 2e saison chez les Giants avant qu'il se blesse. Ouais. Mais c'est un des meilleurs, sinon le meilleur receveur de la NFL. Bon, voilà. Ouais. Mais ça, tu sais que quand il vient à Paris, t'as des mecs qui essayent de le pister parce qu'il met des trucs sur les réseaux sociaux et tu peux presque suivre son parcours avec les photos qu'il met. Mais c'est vrai que croiser un Odell Beckham en plein Paris, ce serait quand même assez. C'est assez génial. impressionnant. Mais bon, alors là, pour le coup, autant parler de Matt Dodge et de la nuit difficile quand on avait eu sa bourde contre les Eagles, autant Odell Beckham Jr., les amis. Oh là là, que t'allais te coucher, t'avais la banane. Hein. Même si tu perdais ouais, des c'est matchs, on en perdait des matchs même quand il nous marquait des touchdowns, mais Ah bah, le catch, la réception, Oui, la bah réception à oui, une main oui, contre ce corner. Dallas. Ah bah ça restera. Tu vois, je me suis même acheté récemment là La figurine cette photo dédicacée. Non, la photo dédicacée de sa main. Il y en a quelques-unes qui sont en vente sur internet. C'était pas extrêmement cher puisque forcément vu qu'il est plus chez les Giants, les prix ont vachement baissé. Donc j'ai sauté dessus parce que même si effectivement c'est plus un Giant, pour moi ça reste quand même un des moments phares de la franchise. Ce catch qui restera dans les annales du foot. Alors je sais Oh, pas si c'est je sais pas si vous avez vu, mais il y a la NFL qui a posté, le compte Twitter de la NFL qui a posté un dessin d'Odell Beckham qui refait le catch, mais cette fois contre les Giants dans son maillot des Browns, puisque Ridicule. voilà, Ridicule. parce qu'en fait les Browns vont rencontrer les Giants Ouais. cette année, et bon, je doute que ça se passe comme ça. en pré-saison. Attends, on Non, va dans rencontrer. la saison, dans la saison. Dans la On saison. va ouais. rencontrer. Ouais. Ouais. Ah oui, on va les rencontrer. Oui. Ouais. Donc on va jouer Mais- contre Odell Beckham. Ouais, ça va être marrant. ça. Ouais, mais alors d'abord, il faut quand même appeler un chat un chat. Il a pas fait une saison du feu de Dieu avec les Browns. Bon, les Browns ont été affreux, comme d'habitude. Et puis, on a tous remarqué, vous comme moi, qu'il avait gardé la dent dure quand même vis-à-vis des complètement. Giants. Alors, peut-être pas de Bien Mara, sûr. mais en tout cas vis-à-vis de Gettleman. C'est sûr. Et après, autant c'est un joueur qui m'a émerveillé, autant en coulisses, dans les déclarations, plus que dans les attitudes même, mais dans ses déclarations, je ne l'ai pas trouvé toujours très très inspiré. Voilà, et puis un peu Non, clairement. dans Ces interviews qu'il a faites, très limite. dans l'aigreur, pour un joueur qui a un talent incroyable, extraordinaire, un don de la nature comme ça, de coordination, de vitesse, je trouve qu'il commence un petit peu à s'égarer, notre ami. Ouais, c'est très possible. Il a Je suis même d'accord avec toi. il a réussi à blaser Chris Carter. Chris Carter qui était dans son temps. Alors moi, j'ai jamais suivi la carrière de Chris Carter. J'étais beaucoup trop jeune et je suivais pas le foot américain. Mais Chris Carter qui était un gars qui était reconnu pour être un gros fêtard, qui s'est fait virer quand même d'une équipe parce que malgré son talent, ça compensait pas. Chris Carter s'est remis dans le droit chemin. Et puis après sa carrière, quand Odell Beckham est arrivé, qui a eu les mêmes histoires, il a dit je vais prendre Odell Beckham sous mon aile pour un peu le mentorer. Et au bout d'un moment, il en a eu marre, il a jeté l'éponge en disant c'est bon, le gars il veut pas apprendre, il se débrouille maintenant. Il y a des gros soucis de maturité malheureusement chez Odell. Ouais, on pensait que ça passerait, mais effectivement, on les a vus, ces soucis de maturité, se battre contre un filet. Enfin, on en a subi pas mal des trucs chez nous, et on les a encore vus l'an dernier avec certaines déclarations, etc. Donc, bon.
c'est pas forcément plus mal comme ça. Mais malgré tout, ce catch, pour moi, ça restera un moment assez. Oh, Je l'avais pas vu en direct, mais je l'ai vu le matin et quand je me suis levé, c'était un problème. C'est jubilatoire. Exactement. Bon, en plus, surtout qu'il fait le catch avec 3 doigts. Faites bien attention, mais il utilise pas tous ses doigts quand il fait son catch. Il met juste Exactement. 3 doigts, c'est assez impressionnant. Bon, alors du coup, 2015. Alors, on en parlait d'Eric Flowers. Donc, premier tour, pick 9, Eric Flowers, tackle. Deuxième tour, London Collins, safety d'Alabama. Et ensuite, alors on a Odigizua qui a fait quasiment rien, qui est plus en NFL. On a Michael Thompson qui a fait absolument rien non plus. Donc les tours 3 et 5 complètement loupés. Ensuite, au tour 6, on prend Jeremy Davis, un receveur qui joue encore en NFL un petit peu. Qui est plus chez Giants évidemment, mais qui joue encore en NFL. Et Bobby Hart, guard, qui lui joue encore actuellement, plus chez les Giants non plus. Donc, en fait, plus aucun de ces joueurs n'est chez les Giants. En fait, juste là pour revoir, si on fait un retour en arrière, quel joueur depuis ce qu'on a vu là de 2010 à 2015 joue encore chez nous? Zéro. Aucun. Oui, plus personne, oui. Il n'y a plus aucun joueur. Mm. Parce que 2016, il restera un joueur. Mais là, de 2010 à 2015, aucun joueur. Et Voilà. regardez Donc, bien. pour moi, le seul joueur qui valait le coup, c'était Landon Collins. Ah, bah, évidemment. Eric Flowers, qui a été extrêmement mal coaché, c'est vrai, mais qui était un mec, un caractère un peu spécifique, qui a jamais été vraiment à fond, et sûrement qu'on l'a pas fait jouer au poste de prédilection. Maintenant, il joue garde, et il est garde titulaire en NFL. Chez les Redskins. Chez les Redskins, après un intermède chez les Jaguars, hein, c'est ça quand on l'a dégagé. Non, attendez. Non, il a fait. Ah oui, tout à fait. Jaguars et exactement Redskins. Vous et avez les tout à fait Redskins. raison. Et Eric Flowers, puisque dans notre podcast on parle des drafts des 10 dernières années, pour moi c'est le plus gros bid. Oui, complètement. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est le plus gros bid. C'est un joueur qui paraissait être une force de la nature. Avec un physique alors bon, évidemment les joueurs de ligne offensive c'est les physiques que tu remarques, mais lui en plus de ça, je veux dire, quand les équipementiers l'avaient quand les mecs qui gèrent les équipements l'avaient vu débarquer, il s'est dit putain, il est quand même c'est un costaud quoi. 1m98, 150 kg. Tu- Et juste tu- correction, il est chez les Dolphins maintenant, il a changé d'équipe. T'imagines la bête. Et très très vite, c'était un penalty prone, quoi. Il nous ramenait des holdings à longueur de temps Ça, c'était sur le pire, nos matchs. c'était le pire. Alors oui, peut-être que ces rares défenseurs diront qu'il n'a jamais vraiment joué à sa vraie place, qui était, je crois, right guard. Donc on l'a fait jouer plutôt à gauche tout le temps. Et en tackle, surtout. Et en tackle, mais bon, une fois, 2 fois, t'es un rookie, mais après, se trouer à ce point, être mauvais à ce point, c'en était désespérant. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même un problème de coaching là-dedans, parce qu'à un moment, tu vois que ton mec, c'est un premier tour, il est pas bon. Tous les ans, il fait zéro progression, et à un moment, soit tu t'en débarrasses tout de suite, soit tu te dis, je vais en faire quelque chose d'autre, je vais le tester ailleurs. Il a jamais été testé ailleurs. Mais Donc, regarde- j'ai jamais compris pourquoi les coachs se sont pas dit, tiens, on va le tester ailleurs, en mettant en garde, t'as plus rien à perdre. de toute Ouais, mais façon. Guillaume, regarde la carrière. D'ailleurs, lui, comme beaucoup d'autres joueurs qu'on a draftés, puisque tu disais, on les a tous perdus, mais regarde, il joue pas des rôles majeurs dans les autres franchises dans lesquelles Bah, il Flowers, joue il est aujourd'hui. titulaire hein, quand même. Hein. Oui, il a été titulaire oui. garde chez les Redskins, et cette année, il sera titulaire chez les Dolphins. Donc, Titulaire. malgré tout, il y avait peut-être quelque chose à faire. Titulaire, mais en fait, c'est un joueur dont on n'entend pas beaucoup plus parler. Bon, après, dans des effectifs aussi pléthoriques de 53 joueurs, bon, il peut encore se faire une place, puis c'est un jeune joueur. Mais pour un premier tour de drafté 9e, parce que c'était une époque où là, on draftait C'est vrai. haut, je pense que c'est le premier offensive lineman drafté en 2015. Il arrive chez nous. Quand même, tu peux en attendre un peu mieux que être titulaire dans une franchise de NFL. Ouais. Mais je crois que justement, quand on a drafté Eric Flowers, on avait côté gauche Will Beatty, et donc Eric Flowers devait être right tackle. Will Beatty se blesse pendant l'intersaison, je crois qu'il se fait une déchirure du pectoral en soulevant de la fonte, quelque chose comme ça. Et donc, Ah, du tu coup, as raison, voilà, c'est en ça, catastrophe, Coughlin le met à gauche, et donc c'était pas son poste naturel, ça a été une catastrophe. Donc il y a eu, je suis d'accord avec vous, il y a un problème de coaching dans le sens où on aurait dû se dire, bon, c'est pas son poste, on l'essaye ailleurs, mais c'était tellement la cata ailleurs sur la ligne. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait un moment aussi Marshall Newhouse côté droit qui était une Terrible, porte de terrible. saloon. Et en fait, non mais il arrivait à être pire qu'Eric Flowers. Hein. Et en fait, moi j'avais lu que Eric Flowers était aussi
avait aussi un sale caractère, très difficile à coacher. Je me rappelle d'une fois où il a bousculé un journaliste qui lui avait posé une question, pas sympa certes la question, mais quand tu es joueur professionnel, t'aimes pas la question, bon bah tu le gardes pour toi, à la limite tu dis pas de commentaire, Tu fais et le voilà. dos. Mais là, il a été un peu violent physiquement. Et puis après, bon bah on l'a pas gardé puisqu'il y avait rien à en tirer chez les Giants. Mais je suis d'accord, c'est le plus gros beat de ces 10 dernières années à la draft. Pour le premier tour. ouais, Compensé par effectivement. le Du- tour numéro 2. Ouais. Là, c'était le trade-up pour Landon Ah oui. Collins. Oui, qui a été bon les années où il a joué chez nous. Moi, je l'aimais bien. Alors, Ah. effectivement, il pouvait pas couvrir ma grand-mère à la passe, mais par contre, Oh, t'es contre dur. la course. Oh. Non, attends, on en a vu quand même certaines. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier quand on a joué contre lui? On marque le TD Ah oui. de la victoire sur lui, sur son nez, parce qu'on sait très bien qu'il est pas capable de courir qui que ce soit. Non, mais Donc, il était mal coaché parce que les Redskins, bon, quand même, ils sont là pour faire la figuration depuis quelques temps et il est allé s'y perdre. Mais oui, effectivement, c'était plutôt un safety, Safety linebacker, qui avait, voilà, c'est un safety linebacker et puis contre la course et puis quand il venait de taper. C'était Ronnie Lott, hein, pour ceux qui mais il y nous a des écoutent, plaquages et impressionnants. qui sont Quadra ou Quinquagénaire. Mais voilà, Ronnie Lott, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des plus grands safety de l'histoire, qui était surtout très très réputé quand il était avec sa franchise des Niners pendant de nombreuses années pour être très 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 dur sur les contacts. Et London Collins, il me rappelait ça et puis il faisait plaisir à voir. Après, quand tu dis qu'il aurait pas couvert ta grand-mère, bon, évidemment on est dans la caricature, mais c'était pas Elle son marche en point fort. déambulateur, ma grand-mère, alors c'est pour te dire. C'était pas son point fort, effectivement, mais quand même, j'aurais préféré qu'on. Non, mais qu'il reste à la c'était maison, un quoi. playmaker défensif. C'était un vrai playmaker défensif malgré ses Oui, lacunes. Il avait aussi pris un petit rôle de leader, donc vrai. c'était appréciable. Oui. Du vestiaire, Voilà. quoi. Un joueur de vestiaire. Ouais, Après, il y avait eu quand Ouais. même un clash avec un joueur dont on parlera plus tard, Eli Apple, mais je trouvais que exact. bon, la relation avec les Giants s'est mal terminée puisque les Giants n'ont pas re-signé et il a même allé dire une fois qu'il était chez Redskins que Gettleman n'avait pas intérêt à traîner trop près de la ligne de touche parce qu'il viendrait le plaquer. Donc il y a un peu comme Odell Beckham, il est un peu vert d'être de pas avoir été gardé par les Giants, mais c'était un joueur qui ouais, il a un bilan positif chez les Giants quand même. Après Et c'est l'offre le des prix qu'il Redskins, demandait, le prix était trop élevé, c'était surtout ça. les c'était des problèmes Redskins, financiers. corrigez-moi si je me trompe, c'est 48 millions de dollars, je crois, le contrat. Ouais, je crois que ça doit être dans ces Ouais, c'est assez élevé, c'est trop élevé par rapport à ce qu'il valait. Et je Complètement. pense qu'on est mieux maintenant que ce qu'on était en safety quand on était avec Landon Collins. maintenant. Clairement. Moi, je préfère Jabril Peppers. Hein. Je le trouve plus complet. Quand il est pas Puis blessé, maintenant, oui. en plus, avec Xavier McKinney, en plus, maintenant, c'est très différent. Bon, du coup, une petite note sur cette draft. Ah, il y a London Collins qui compense. Ouais. C'est Ouais, enfin. B-, B-. Ah ouais. Ah ouais, moi, je mets plus C encore. Je reste dans les C, moi, plutôt. Pour moi, c'est un D, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas Landon Ah ouais. Collins, c'était un F. Ah oui, sans Landon Collins, c'est T'as sûr, ouais, bien raison, sûr. t'as raison. Je me corrige parce que bon alors et je vais vous faire une confidence, c'est que j'ai le maillot de London Collins à la maison, donc non alors ouais non mais c'est moins, non t'as raison, Mais ouais, Donc, là, plus vers c'est les C. moins. là, je pense que c'était clairement enfin, globalement, c'était la pire draft pour moi de cette décennie. C'est Bah là, les tours 3 et 5, on n'avait pas de tour 4. C'est clairement deux méga déceptions de mecs qui jouent même pas 2 ans en NFL. Quand t'es au tour 3, normalement, t'es censé faire mieux que ça aussi. Donc même en dehors des joueurs principaux qu'on a cités, c'est quand même une méga loose cette draft. On a dépassé l'heure de podcast. Là, si vous voulez bien, on va accélérer un tout petit peu pour les 3 prochains tours. Du coup, 2016, on en parlait tout à l'heure, Eli Apple. Donc on parlait des joueurs un peu problématiques dans les vestiaires avec Eric Flowers. Bah, Eli Apple, il a été exactement comme ça. C'était un cornerback qui avait pourtant du potentiel, mais qui a eu quelques problèmes dans le vestiaire. Premier joueur qui est encore chez nous, qu'on cite depuis tout à l'heure, Sterling Shepard. Ouais. Là, pour le coup, Ah oui. receveur excellent qui est titulaire incontestable chez nous. Évidemment. Ensuite, on a Darian Thompson, un safety qui a été blessé toute sa carrière chez nous et qui rien maintenant fait. joue encore, mais il trouve un peu une seconde vie. Alors, il est où maintenant? Il est chez les Cowboys, je crois. ouais, c'est ça, Oui, c'est ça. il est chez les Cowboys. Mais je sais pas s'il est titulaire, je crois pas. Je pense pas que c'est titulaire, mais il joue un peu. Hein. Il a fait 15 matchs l'an dernier, quelques plaquages, voilà. Tu Mais vois, c'est donc vrai il fait quand même un peu on l'a jamais un peu son vu. chemin. BJ Goodson, on l'a vu un peu sur le terrain, mais Un ça a peu. été BJ Goodson, ça a exact, été qui a été très lâché l'an irrégulier. dernier. Ouais, très irrégulier. Paul Qui Perkins. était
linebacker Paul Perkins qui joue plus maintenant. Je me souviens pas. Jarrell Adams. Running back Paul Perkins, qui était très bon, hein, qui aurait pu être très bon, mais bon, maintenant il n'y a plus la place en running back, c'est terminé. Et Jarrell Adams, tight end, ça on n'en parle plus. Donc ça reste moyen pour moi. Eli Apple, ça aurait pu être mieux s'il n'y avait pas eu de problème de comportement. Alors, le comportement qui est vraiment maintenant quelque chose qui est mis extrêmement en avant par Joe Judge et le nouveau coaching staff. Je pense qu'ils font beaucoup plus attention à ça maintenant que l'ancien coaching staff. Et ça, t'as plus le droit à ce genre de choses. Et un mec qui va pas filer droit, je pense que ça va pas tenir très longtemps dans le vestiaire. Ouais, c'est une des bases, hein, les amis. Hein, quand tu peux regarder tous les matchs que tu veux et trouver toutes les qualités que tu veux, mais ce que tu vois dans le terrain, forcément, c'est la traduction aussi de ce qu'un vestiaire reflète. Et Eli Apple, puisqu'on a parlé de lui et de London Collins, London Collins avait qualifié Eli Apple de cancer de l'équipe. C'est assez violent quand même. C'est très violent. Oui, c'est très violent. Et où est-ce qu'il joue notre ami Apple d'ailleurs? La pomme il est free agent, je crois, en ce moment. Il était chez les Saints, c'est ça? Il était chez les Saints. Il n'a pas d'équipe parce qu'il y a des gens qui ont dit, après que Baker ait été arrêté, qui ont dit ce serait peut-être le moment de faire revenir Eli Apple, et puis d'autres sur Twitter qui ont dit certainement pas, quoi. Mais c'est un gars c'est un gars qui avait eu, parce que sa première année quand il était rookie, il était pas si mauvais que ça, et puis deuxième année ça se passait plus bien du tout, et il avait des problèmes personnels côté familial. Je crois que son beau-père avait quitté sa mère, un truc comme ça, et donc ça l'avait pas mal affecté. Putain, mais tu connais des trucs incroyables sur les joueurs, c'est fou ça. Bah écoute, en fait... Son beau-père a trompé sa mère avec la voisine, laisse tomber, c'était terrible. Mais je me rappelle, j'avais écrit un billet sur ça quand je tenais encore Big Blue Blog. D'accord. Ah ouais, dis donc, c'est de la grande littérature, parce que si tu racontes les histoires de cul de la belle famille de Eli Apple... Mais ouais, on cherchait des explications, on a trouvé. Je te charrie. Mais ouais. Moi c'est une draft, je pense que je mettrais un C. Parce que Shepard est un joueur très très solide. On a réussi à avoir un peu, à tirer quelques trucs de Eli Apple malgré tout, et puis Paul Perkins, bon... Il a joué un peu quand il pouvait jouer, et BJ Goodson qu'on n'a pas gardé, mais qui est quand même un linebacker qui joue encore, donc ça reste, pour moi aussi c'est un C. Il y a quand même quelques joueurs intéressants dans le lot, même s'il n'y a pas d'énormes joueurs, à part Sterling Shepard, qui est une très bonne trouvaille, et qui est un des derniers joueurs de l'ère Reese à être encore chez les Giants. 2017, donc là, forcément plus de joueurs qui sont encore ici, hein, puisqu'on n'est même pas dans les 4 ans passés depuis 2017, donc beaucoup encore sous contrat rookie. Donc Evan Engram, tight end, Dalvin Tomlinson qui est en train de vraiment s'imposer comme un des leaders de notre défense maintenant en defensive tackle. Ensuite c'est un peu plus compliqué, Davis Webb, quarterback qui est perdu dans les limbes, qui a joué un peu chez les Jets il me semble, et maintenant je sais même plus s'il est encore en NFL. Wayne Gallman, moi que j'aimais bien, et qui est encore chez nous d'ailleurs, mais beaucoup disent qu'il fera pas long feu. Et ensuite Avery Moss, un DN qui est plus chez nous, et Bisnowati, tackle, qui est plus chez nous non plus. Donc on a encore Engram qui est excellent quand il joue, mais qui a des gros problèmes de blessure. Donc là Thiergo aussi, ton avis sur Engram, je sais pas trop ce que tu penses de ce joueur-là, toi, actuellement. J'aime beaucoup ce joueur-là. Bon, c'est pas un blocking tight end, hein, c'est plus un gros receveur, mais malheureusement, chaque année, on dit c'est son année, et puis il se blesse. Alors on espère que cette année sera la bonne, mais on en a déjà parlé. Un joueur qui enchaîne les blessures, il le fera tout le temps pendant sa carrière, donc je sais pas si... Il devient pas plus résistant d'un coup au milieu de carrière, malheureusement. Non, peut-être qu'on l'échangera cette année. J'espère pas, mais bon. Après, Engram plus Dalvin Tomlinson qui fait quand même une grosse saison l'an dernier. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc c'est encore 2 bons joueurs en premier et deuxième choix. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Moi, je n'ai pas, j'apprécie pas trop Evan Engram. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que puisque Guillaume et moi, on a la même culture du foot américain qui remonte à 20 ans. Je sais ce que tu vas dire. C'est-à-dire qu'on a été biberonné à Jeremy Shockey. Voilà, et que pour moi, Evan Engram, alors le Titan, c'est un joueur hybride, hein, tout le monde le dit, on va pas l'inventer ce soir. Et pour moi, Evan Engram, c'est un Titan bâtard. C'est-à-dire que c'est un receveur qui joue au poste de Titan, alors que physiquement, je lui trouve vraiment aucune qualité dans les 50 autres pourcents de la mission qu'on doit donner à un Titan, qui est quand même de protéger son QB, de bloquer.
Pourquoi avoir ce joueur? Alors oui, c'est sans doute le plus rapide ou un des Titans les plus rapides de la NFL quand il n'est pas blessé, vous l'avez dit. Mais moi, j'aime pas trop, mais c'est très personnel. Hein, j'aime pas trop ces joueurs. En fait, tu sais, c'est comme le rosé. C'est pas du blanc, c'est pas du rouge. Tu sais pas ce que c'est. Bon, alors, voilà, je suis pas fan. Alors, bien sûr, parfois, il nous a tiré son épingle du jeu, même si, évidemment, là, on n'est que dans des saisons avec des bilans négatifs. Mais moi, je ne lui vois pas vraiment d'avenir chez nous. Bah, c'est ce que beaucoup disent. Hein. Beaucoup disent surtout s'il reste pas en bonne santé. Je vais te de dire, toute même façon, ce plus, sera sa Guillaume, dernière saison. je ne lui vois pas d'avenir en NFL. Mais j'ai Ah le oui, droit de me carrément. tromper. Mais parce Ouais, qu'il a quand même beaucoup de qualités. Et Oui. comme tu dis, il est extrêmement rapide. Mais- Et si tu sais bien l'utiliser, je pense que tu peux faire des bonnes choses. Ça dépend beaucoup du coaching. Il faudrait avoir une ligne offensive extraordinaire alors pour l'ajouter, parce que tu lui demanderais très peu de bloquer. Oui, c'est sûr que quand c'est un joueur que tu arrives à aligner, il va quand même attirer l'attention des safeties parce qu'il va très très vite. Mais pour aller très vite et utiliser sa pointe de vitesse, encore faut-il que tu aies une ligne offensive qui te permette d'avoir un peu de temps, ce qui n'a pas été le cas ces dernières saisons aussi pour Eli. Donc sa pointe de vitesse, on ne l'a vu qu'en de 3 rares occasions. Et puis moi je vous dis, voilà, c'est pas un joueur hybride pour moi, c'est un peu un joueur bâtard. Je trouve qu'il a même pas le physique d'un tight end. Bon, Ouais, c'est Engage que Non, non, c'est sûr, clairement pas. C'est un tight end Clairement pas. incomplet, c'est sûr. Ouais, ouais. Enfin bon. Qu'est-ce que tu mets comme note du coup à cette draft? Moi je mets C. Moi, je mets C pareil. Ouais, c'est plus parce que bon, Engram est quand même un playmaker offensif. Je pense que le plus gros joueur de cette draft, c'est Devlin Tomlinson, hein, qui apporte Oui, beaucoup clairement, à je cette suis d'accord. défense. Et puis Wayne Gallman, pour le moment, là encore, Que j'aime beaucoup. Ouais, voilà, c'est un bon running back. Et quand Barclay s'est blessé, c'est dommage qu'on ne soit pas plus Oui. servi de ce joueur-là. Alors, Ouais, c'est oui, je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Alors, contrairement à ce que j'ai dit précédemment sur Ingram, et je pense qu'on va peut-être être d'accord par rapport à Gallman, c'est que c'est un joueur qui n'affiche pas, évidemment, 4e tour de draft, qui n'affiche pas les qualités des meilleurs running backs ou des très bons running backs de la ligue. Mais c'est un joueur, quand il a pu avoir un peu de temps de jeu, qui a montré une détermination, une envie. Le potentiel, ok, il n'est pas vraiment là, mais en revanche, dans l'envie, l'ambition, et ça se voit sur le terrain, en plus, c'est manifeste hein, chez un running, c'est un joueur qui me plaisait. Et puis, c'est un joueur, tu sais, blue collar, vraiment, il met les mains dans le cambouis, il y va. Il y Ouais, va, moi, j'aime même bien s'il ça. prend un tackle qui fait 40 kilos de plus que lui dans la gueule, il y va. Et Gallman, au moins, je lui reconnaissais cette qualité dans des effectifs et des saisons où on commençait vraiment à ressembler parfois à des touristes. Bah, il a été très peu utilisé, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion vraiment de le voir à l'œuvre dans la saison dernière. Il a vraiment très peu joué, quoi. Donc c'est. Pour faire un parallèle avec C'est assez un de dommage. nos anciens joueurs, il me fait un peu penser à Derrick Ward, quand on avait Oui. Jacobs, Bradshaw et Ouais. Ward. Oui, c'est- oui. c'est un peu le même Earth, Wind style. and Fire. Ah, c'était génial. Ouais, Earth, Wind and Oh là Fire, là, exact. C'était magnifique. Oh. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était pas mal. Bon, en tout cas, moi, je mets quelle note j'ai mis? J'ai mis C aussi, mais c'est dommage parce qu'on a que 6 picks sur cette draft-là aussi, donc il aurait peut-être pu avoir mieux si on avait plus de choix. C'est plus quand même, parce que c'est vrai que Tomlinson, bon, ça reste très intéressant malgré tout. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on fasse quand même 2018? Parce qu'en fait, 2018, ça remonte pas à 3 ans. Est-ce qu'on le fait quand même On peut rapidement? le faire rapidement, Oh, ouais. que- Ouais, Saquon, ouais, il faut qu'on en touche. Bon, le mot. alors rapidement, effectivement, Saquon Barkley, premier tour. Derrière, Will Hernandez, qu'on chope directement au deuxième tour, donc garde. J'adore. Moi, j'adore aussi. Lorenzo Carter, defensive Bien. end, outside linebacker. Bien. BJ Hill, defensive tackle. Et ensuite, c'est un peu plus Prometteur. compliqué Après, notre ami Loleta, Kyle Loleta, qui s'est barré en qu'on bagnole voit- sans permis ou qui a grillé les feux rouges sans s'arrêter Qui a quand la grillé, police... c'est ça, il a grillé des feux rouges en arrivant à l'entraînement alors qu'il lui était en demandait. retard, etc. Donc ça, c'est pas incroyable. Et RJ McIntosh, defensive tackle, qu'on verra plus. Qu'on verra plus. Donc, Bon, Sam Saquon... Bill. Sam Bill. Oui, qu'on a eu à la draft complémentaire. Ah oui. Et draft complémentaire, c'est Voilà. vrai, t'as raison. cornerback. Bien vu. Bien Ah vu. oui, exact. Donc ça donne encore plus de relief. Moi, j'ai mis B à cette draft-là parce que après, c'est encore un peu trop proche pour noter, mais pour l'instant, je mets B. Puisqu'il y a toujours la question d'est-ce que c'était vraiment Saquon Barkley qu'il nous fallait. Je mets B+ quand même.
Moi, je mets B+ aussi, comme toi, parce que Saquon, Barkley, on se l'est tous posé cette question. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'on prenne un running au moment où Ouais, mais ça fait Eli kiffer, commence Saquon à Barkley, décliner? quand même. Mais c'est la régalade. Je pense que là, on tient. Et franchement, on est tous pareils, les amis, et ceux qui nous écoutent, on croise les doigts. Mais si notre franchise retrouve un peu de son lustre, de son éclat, elle ne pourra pas le faire sans un joueur comme Saquon. C'est un extraterrestre, c'est un martien. Ah oui, c'est un martien, il a un physique hors norme. Regardez ses extraits sur le Changement terrain, d'appui. c'est hallucinant. Moi, je mettrais un A. En fait, ça va beaucoup dépendre de cette 3e saison de Saquon Barkley, mais quand je vois qu'il a quand même réussi à faire une saison à plus de 1 milliard en loupant des matchs, s'il revient c'est en vrai. pleine forme pour sa 3e saison, ça peut faire très très mal. En loupant des matchs et en jouant sur un pied pendant un bon nombre de matchs aussi, Oui, parce oui, qu'il avait oui. beau dire qu'il n'était Oui. pas blessé, Non, qu'il pouvait jouer. il était On l'a vu, handicapé à la cheville, il était vraiment moins incisif pendant quelques matchs et à la fin de la saison, il est revenu vraiment à 100%. Ça s'est senti, hein, tu vois tout de suite. Quand il te fait un petit move là, il disparaît en mode Super Saiyan et il réapparaît à l'autre bout du terrain, il a mis 3 mecs dans le vent. Là, tu vois la différence. Un petit Moi, mot c'est sur plus Will en Hernandez. fonction de. Non, pardon. Comment ? Un petit mot sur Will Vas-y, vas-y. Hernandez. Bah, pour moi, il a pas été au niveau l'an dernier. Il reste solide, mais je pense qu'il devrait mieux jouer que ça. Et peut-être je pense qu'il a été aussi mal coaché. Le coaching, de toute façon, en foot américain, le coaching, c'est extrêmement important. Ça l'est beaucoup moins dans certains sports. Mais Je en te foot américain, confirme. c'est extrêmement important. Ah ben, Et du coup, je pense qu'un O-line qui n'a pas un bon coach de O-line et qui est pas coaché correctement, il peut pas exprimer tout son potentiel. Et t'en parlais tout à l'heure, c'est compliqué d'arriver à son meilleur niveau en O-line et c'est plus compliqué de le montrer par comparer à un receveur, un running back où c'est beaucoup plus évident. Je pense que l'arrivée de Marc Colombo, qui est un très bon coach de O-line, va lui profiter et il sera au niveau à mon avis. Ouais. Par contre, j'ai des questions sur Lorenzo Carter, moi et BJ Hill, qui n'ont pas su montrer vraiment ce qu'ils pouvaient encore. Il y a du bon, mais il faut encore confirmer pour ces joueurs-là. Pour compléter sur Hernandez, sa première saison avait été plutôt bonne, je trouve, mais c'est clair qu'il y a eu une baisse de niveau pendant sa 2e année. Mais en tout cas, à l'exception du poste de centre, quand on regarde ce qui arrive sur la ligne là, pour les années à venir, Andrew Thomas, on va voir ce qu'il vaut, mais Thomas, Hernandez, centre, on met un point d'interrogation, et puis après tu as Zeitler et j'oublie le right tackle. Peart. Peart potentiellement. Peart. Mais ouais, ça promet. Et on a bataillé pendant des années pour voir les Giants vraiment reconstruire cette ligne après l'excellente ligne de David Deal, Seubert, O'Hara, Snee, McKenzie. J'ai hâte de... Ça, c'était la grosse c'était line. génial. C'était le bon temps. Ah ben Mackenzie, il fallait un caterpillar pour le bouger. Ouais. En fait, cette ligne-là a été extraordinaire. Tu sais, le bon temps, c'est quand tu te poses pas de questions sur ta O-line. Quand la O-line n'est pas au centre de tes préoccupations, Ouais, tu te dis là, totalement. c'est cool, on a déjà une base solide et on n'a pas à réfléchir à ça. Puis quand tu vois tes running backs qui percent à longueur de temps, parce que on a parlé rapidement. Et dis-toi que Saquon, il a fait des matchs incroyables. avec Tu une disais qu'il a O-line fait de des stats merde. de fou avec une O-line Avec de une merde. O-line de merde. Donc du coup, bon, j'entends vos critiques par rapport à Will Hernandez que je partage, mais je trouve encore une fois que pour un jeune joueur de O-line, il a aussi besoin d'avoir quelques vétérans à ses côtés. Pour bien progresser. Oui, il y a un problème de coaching, c'est certain, surtout dans ce sport, tu l'as dit. Quand le coach n'est pas bon, ça se reflète assez vite. Mais il faut aussi à ce poste-là avoir, à tous les postes, mais peut-être encore plus dans les O-line ou les D-line, avoir quelques vétérans qui t'encadrent, qui t'apprennent tous les trucs. Et puis surtout aussi, qui connaissent les joueurs en face, parce qu'on parle de ligue fermée, ils se connaissent tous, et qui va te donner les petits indices par rapport à un tel qui a ses habitudes en tant que defensive end ou defensive tackle. Quant à Nat Burtey, on l'a pas trop vu, il a été blessé. Voilà, moi je suis toujours un petit peu prudent sur un jeune offensive line quant à ma critique, quoi. Ouais. Il y a aussi une cohésion à avoir entre le guard et le tackle, puisqu'ils échangent beaucoup l'un avec l'autre. Et on a Et comme tu dis, c'est vrai que c'est important, il se donne des consignes, il va te dire fais attention à lui, là on va switcher parce que lui va arriver de ce côté-là, il connaît un peu les choses, et j'ai pas l'impression que Nate Solder était une grande aide pour Hernandez. C'est Nate Solder qui manquait tout à l'heure, c'est ça, en right tackle. Nate Solder. Ah, d'accord, oui, si tu mets Nate Solder en right tackle, on verra comment ça. Oui, c'est vrai que je l'ai même pas compté dans la O-line. On verra, on verra. Il est encore là. Ce que ça va donner cette année.
C'est la grosse question. Bon voilà, on arrive à la fin de ces reviews, donc globalement quand même pas énormément de très bonnes drafts jusque-là, avec, non. on l'a vu, le premier joueur qui est encore chez nous qu'on a drafté, c'était Shepard en 2016, donc c'est quand même assez moyen ça. On a envie d'avoir plus de joueurs qui s'inscrivent dans la durée dans l'équipe, c'est la draft qui construit une équipe, hein, donc si tu es obligé d'aller dépayer des joueurs une fortune pour construire ton effectif, c'est forcément un peu plus compliqué. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant qu'on clôture ? Non, enfin, peut-être que nos auditeurs se posent des questions sur la draft de cette année. On a déjà fait un débriefing là-dessus, donc C'est vrai. Désolé, c'est mon côté novice. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ce sera l'occasion au prochain podcast de revenir dessus, donc pourquoi pas, n'hésitez pas. Mais Ouais, voilà, c'est ça. J'en attends, comme nous tous, enfin une cuvée qui se montre efficace, qui se montre pas forcément talentueuse tout de suite, parce que encore une fois, il faudrait aussi du bol pour les voir tous être talentueux, enfin une partie être talentueux rapidement, mais en tout cas prouver assez vite, et on a mis des notes, mais on a mis des notes sur, à part une ou deux, enfin on a fait les playoffs 2 fois hein, quand même, hein, sur la dernière décennie. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est pas énorme. C'est trop peu. C'est très peu, c'est trop peu. Donc, ces jeunes joueurs, on les a un petit peu perdus aussi, parce que la fin de l'ère Coughlin, McAdoo, n'en parlons même pas, la fin de l'ère Reese aussi. C'est rare, je pense, de voir de jeunes joueurs pouvoir véritablement s'imposer sur la durée et dans ce sport de surcroît, quand la franchise, elle commence un petit peu à souffrir d'une gestion qui n'est plus bonne en fait, et c'est notre cas. Objectivement, ça a été notre cas, et maintenant, bien sûr. Moi, ma seule interrogation, c'est Gettleman. On a quand même l'impression que la franchise est un peu plus saine maintenant. Oui, ça, c'est un peu c'est une impression, vestiaire, Guillaume, notamment. je suis d'accord avec toi. Et pour moi, la différence de Gettleman par rapport à Reese, c'est qu'on l'a vu, il n'y a ou extrêmement peu, on l'a vu un ou deux peut-être, des late round picks qui étaient bons pour Reese, alors que pour l'instant, Gettleman, sur la draft de l'an dernier, en tout cas, on a vu Ryan Colney qui était très bon quand il a joué, Darius Layton qui a été excellent. Ouais. Voilà, c'est des mecs, tu vois, 4e, 5e tour. Là, tu peux construire aussi un effectif, et il faut que ces mecs-là soient capables de jouer, parce que tu en as besoin, et du coup, si tu n'es pas capable de trouver des bons joueurs à ce niveau-là, c'est la profondeur de ton banc qui en prend un coup, et ton équipe a plus de mal derrière. Donc c'est là où Gettleman, on espère que cette année, tu vois, il a Shane Lemieux, c'était intéressant. Il y a quelques linebackers peut-être qu'on va pouvoir récupérer aussi dans le 7e tour qu'on a drafté. Donc voilà, si ces joueurs-là savent sortir leur épingle du jeu, moi je pense que Gettleman est plutôt bon pour ses late rounds, et ça peut être sa force, et c'est peut-être ce qui va nous permettre de sortir la tête de l'eau. Après, ce sera entre les mains de Daniel. De Daniel Jones et Joe Judge. Voilà. Mais de toute façon, on aura la réponse très rapidement pour Gettleman, puisqu'il en est à son 2e head coach avec Joe Judge. Bon, je pense pas qu'il sera viré, que même si on a un résultat catastrophique cette année, enfin, il faudrait vraiment qu'on soit à 1-15 pour que tout le monde se fasse virer. Mais si au bout de 2 ans avec Judge, il n'y a pas de progression, je vois bien Mara et Tisch virer tout le monde. Vraiment virer tout le monde et repartir à zéro. Mais on espère que ce ne sera pas nécessaire. Mais on y croit. Alors, on y croit, et je vais te dire, Gauthier, avec tout ce qu'on a pu voir, entendre, lire à propos de Joe Judge, si on n'y arrive pas avec lui, si on ne revient pas, je ne dis pas gagner le Super Bowl, hein, mais retrouver les playoffs, alors franchement, je ne sais pas avec qui on y arrivera. Ouais. Non, moi je suis d'accord que pour l'instant je lui fais confiance à Judge, est-ce que à chaque fois on en parle, hein, mais moi ce que j'entends de lui en tout cas, et la manière dont c'est un vrai head coach, quoi. Voilà. Je trouve aussi, il a un côté, je trouve, très rassurant. Je trouve que c'est un homme dans tout ce qu'il a pu dire jusqu'à présent, et sa vision qui fait preuve d'intelligence, d'intelligence, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais beaucoup à la fois d'humilité et d'ambition. Vous voyez, et c'est une ambition saine, pas vous allez voir ce que vous allez voir. Non.
je crois en cet homme. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais Si, je pense qu'il a réussi à se vendre en tout cas aux supporters. Maintenant, il va falloir qu'il montre sur le terrain que c'est la réalité et qu'il vaut Évidemment. ce qu'on attend de lui, mais il a réussi vraiment à s'imposer. Je pense que les joueurs aussi ont confiance en lui de ce qu'ils ont pu entendre de lui. Donc, bon, pour l'instant, en tout cas, il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il va falloir que ça se traduise sur le terrain, évidemment. Une chose qui est positive pour Judge, avant de conclure, c'est que de ce que j'ai lu de certains beatwriters des Giants et entendu sur des podcasts, c'est que contrairement à d'anciens coachs assistants de Belichick, je pense à Mangini, je pense à Josh McDaniels, qui, quand ils ont été head coach, ont essayé d'être des Bill Belichick bis. Et ben lui, en fait, il est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il cherche pas à imiter Bill Belichick, mais il cherche plutôt à utiliser ce qu'il a appris de Bill Belichick et de Nick Saban. Donc c'est plutôt encourageant. oui. Et d'autant que, pour rajouter un petit détail par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'il aurait été même mal placé en tant que coach des équipes spéciales de se prendre pour quelqu'un d'autre, quoi. Parce que bon, coach d'équipe spéciale, c'est quand même pas, voilà. C'est pas souvent que ça qui vient être coach. Oui, du triptyque offensive, defensive et special team. Bon, t'es quand même pas la dernière roue du carrosse, non, j'exagère en disant ça, mais bon, voilà. T'es pas le coach le plus prisé, quoi, qui se met le plus en avant. Donc, moi, j'ai trouvé cette transition aussi entre un coach d'équipe spéciale depuis de nombreuses années et puis devenir head coach d'un coup. C'est prometteur. Et puis, il se prend pour Joe Judge. Comment vous dire, je sais pas, quelque chose, j'ai du mal à traduire. Mais voilà, je crois en cet homme. Mais peut-être que j'y crois aussi beaucoup parce que ces dernières années, quand même, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vrai. Bon, c'est sur cette note positive qu'on va se quitter. Merci François d'avoir participé à ce podcast avec nous. C'est plaisir. très intéressant. Merci Thiergo encore une fois. C'était super. Hâte de recommencer. Exactement. Et puis, on vous dit à tous merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur New York Giants FR. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée. Salut.